Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Salon Tactique, quatrième, pardon, excusez-moi, de cette superbe émission, quatrième journée de CDM depuis que c'est lancé. Et c'est enfin la fin de cette première journée de Coupe du Monde. Toutes les équipes ont joué une fois, voilà. Donc toutes les équipes ont eu leur premier résultat. Et de notre côté, on va pouvoir en tirer nos premières conclusions, en discuter également avec vous dans le chat. Quelles équipes vous ont impressionné, quelles équipes vous ont déçu, quel résultat vous a marqué, est-ce que vous arrivez à y voir plus clair sur les éventuels favoris ou non. On va également parler bien entendu des matchs de la journée, en tout cas de deux, comme vous l'avez vu sur la petite rivière. On va parler de Brésil-Serbie, le match qui vient de terminer, ainsi que Portugal-Ghana. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme dans le chat. Voilà, salut l'équipe, on vous voit, vous avez l'air de très bonne humeur et je suis toujours accompagné de mes amis, à savoir Dan. Comment vas-tu, Dan, monsieur? Salut Isaac, ça va très bien, très bien. Et toi? Bon, c'était Ah, une ça va moins bonne super. journée de foot qu'hier, mais on a quand même le sourire. Ça va, c'est C'est la vrai que coupe. c'était une moins bonne journée de foot. Moi, j'aime bien. Vous avez toujours le même décor. Moi, c'est un décor différent à chaque émission. On n'aime pas répéter les choses, quoi. On va peut-être changer les posters. Je sais pas, je réfléchis Bah, après le premier tour. c'est clair, c'est clair. Tu vas bien également, monsieur Raphaël Cosmidis? Ouais, bah j'ai essayé de. Je peux pas changer mon environnement, donc j'ai essayé de me changer moi-même. J'ai perdu un peu quelques poils, tu vois. Ouais, ça se Alors, voit. du côté des cheveux, la vie s'en occupe pour moi, mais là j'ai agi moi-même pour être un peu rajeuni. Là, il y a des gens qui me charrient un peu sur mon âge. Alors c'est vrai, C'est ce que j'allais dire. de face, on dirait que j'ai 19 ans, et quand on est plutôt derrière moi, on dirait que j'en ai 45. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Et cette journée m'a fait perdre un peu quelques années, tu vois, aussi. Là, on sort d'une Ça- journée où on a pris 5-6 ans dans la gueule avec certains matchs. Mais c'est comme tu, Pedri, il est jeune, mais il a l'expérience d'un mec qui a 40 ans, donc t'es un peu notre Pedri à nous, Raphaël. c'est vrai. C'est une belle manière de le dire, c'est gentil. J'ai les mêmes cernes que lui aussi, hein. C'est dur. Mais c'est assez drôle parce que derrière, FC t'as chaud, on une. nous a dit. Ah bah oui, Les FC gars, Chauve. ça commence Ouais, bien. bah, Ah, le FC Ouais, Chauve est bien on peut- représenté ici aussi ouais. également. Mais c'est assez drôle parce qu'en fait, chez toi, genre, il y a une porte avec une baie vitrée, enfin une vitre, on dirait que t'es dans un gymnase, genre. exactement. Et sache que cette porte avec une baie vitrée, je dois être très très vigilant parce que s'il y a un courant d'air dans l'appartement, la porte peut claquer et la vitre exploser à tout moment. Donc voilà, Mais il Ouais, faut c'est. aller ouais, je fermer le vois. vestiaire 24, Raphaël, là, s'il te plaît. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas récupéré mes clés encore là. Faut que j'arrive. Je dois récupérer ma clé de voiture pour avoir la clé du vestiaire. Je vois le genre de lourdeur dans lequel t'es. Bon, en tout cas, comme vous l'avez dit en préambule, c'était une journée de Coupe du Monde un petit peu moins, je dirais, prolifique, que ce soit en termes de spectacle, en termes de jeu. Et je pense que ce Brésil-Serbie l'illustre bien. C'était l'entrée en lice du grand favori, ou en tout cas d'un des grands favoris, à savoir le Brésil, avec un match qui n'a peut-être pas été un match haut en couleur, mais un match où on a pu tirer certains enseignements. Dites-vous qu'en off, on a commencé à avoir un débat entre nous. Je pense un débat qu'on va pouvoir avoir également avec vous. Et là, votre avis va compter. Donc, ça va être grave sympa. Pour commencer, parce que moi j'ai un avis assez tranché sur ce match que je vais pas donner en premier pour changer, mais je vais vous demander à vous, pour démarrer, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre de prime abord, et ensuite on discute entre nous de manière un petit peu plus élaborée. Monsieur Dan, je te laisse commencer. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette rencontre? Évidemment, c'est toujours compliqué de se faire tout de suite un avis dans une rencontre qui est, comment dire? À sens unique dans le sens où bon, c'est globalement un attaque-défense. Ouais, Il y a pas de coup pour coup, ni d'équilibre entre les 2 équipes. Heu, En fait, c'est toujours le problème, ce que j'en ai pensé, c'est qu'au final, la Serbie, avec un plan très restrictif, à partir du moment où tu es pas récompensé par le score, forcément, tu te poses des questions. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'en fait, j'ai pas gâché des opportunités? Donc ça, c'est la première chose. Moi, j'ai pas eu, si tu veux, de déception, comment dire? Je me suis pas dit: «Oh merde, ils font chier de jouer comme ça». ok. Heu, j'en suis peut-être que j'en serai là après, encore plus de journées de coupe du monde, mais là, je suis plutôt en train de me demander: «Bon, OK, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce qu'ils avaient un autre, d'autres options?» D'autres options, oui. Mais après, est-ce que je comprends leur option? Je la comprends aussi. Et ce Brésil-là m'a pas, comment dire, émerveillé, mais il m'a Non. intéressé surtout, en fait,
dans son secteur défensif à la perte. Voilà, j'ai pris du plaisir, beaucoup de plaisir, notamment en voyant Casemiro et Thiago Silva ce soir. Ouais. Voilà, et évidemment, la bicyclette fait que tu finis sur une note joyeuse. Donc, je suis plutôt content malgré tout après ce match. J'ai pas, comment dire, j'ai pas souffert pendant 2 heures. Ok, ok, ok. Raphaël, est-ce que c'est le même son de cloche chez toi ou peut-être un petit peu plus déçu ou un peu plus enjoui? J'attendais plus de la Serbie, alors pas forcément que défensivement elle allait chercher très très haut, mais j'espérais ou je pensais qu'avec ballon elle serait capable de faire plus de choses. Elle a pas du tout existé, elle s'est fait manger par le pressing à la perte du Brésil, elle a quasiment jamais réussi à sortir le ballon en nombre, avec beaucoup de joueurs impliqués offensivement. Déjà de pas voir Vlahovic démarrer la rencontre, tu comprends un peu quand même les intentions du coach. Tu Ouais. te dis que ça va fermer plus que ça va essayer d'ouvrir et de se créer des occasions. Alors Kostic finalement n'était pas disponible, c'est un regret parce que ça aurait apporté aussi sur le côté. Donc j'espérais quand même plus offensivement. On a vu des fulgurances, tu vois, de Milinkovic-Savic. Au moment, il fait une transversale extérieure du pied magnifique là, pour aller chercher un joueur à l'opposé en début de match. Et Ouais. tu dis oui, il y a des super joueurs dans cette équipe. Mais quand tu vois qu'il met Gudelj pour démarrer, qu'il met Lukic, que Milinkovic-Savic et Tadic sont un peu isolés, que les joueurs sur les côtés, les pistons, ne s'engagent pas vraiment offensivement, je pense qu'il s'est dit, si on arrive par miracle à faire un 0-0 ou à gagner un 0 sur un coup, comme l'ont fait d'autres équipes qui ont surpris des favoris en se créant peu d'occasions, ce Ouais. sera très bien. Et puis après, il y a une donnée qui est importante, qui sera importante pour tout le reste de la compétition, c'est qu'à la 55e, 60e, quand on voit la plupart des équipes baisser de pied physiquement, le Brésil fait rentrer son banc. Et là, Ouais. c'est très difficile et ça va être un thème de la Coupe du Monde, comme ce sera peut-être un thème pour l'équipe de France ou pour l'Angleterre, parce que les trois équipes ont des secteurs offensifs très fournis. Je me suis fait Raph la remarque Vlahovic, quand j'ai il vu. était pas à 100%, hein. C'est aussi, ça a Ouais. été Ah Il bah tu revenait d'une vois, pubalgie. ouais, Il revenait d'une pubalgie, ouais, je crois. Ouais. ouais, Moi, je me suis ouais, fait la remarque de ce que tu dis quand j'ai vu Martinelli rentrer, il me semble pour Rafinha ou un autre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui, c'est vrai quand même que niveau banc, il y avait du sérieux. Moi j'étais intéressé par le Brésil parce que quand j'ai vu ce 4-2-3-1, je l'ai trouvé bah déjà aussi offensif que enfin ce 4-2-4, je l'ai trouvé très offensif sur le papier. Je m'étais demandé à un moment s'il allait privilégier Der Militao, peut-être en latéral droit, il a pris Danilo. Et en fait, ce 4-2-3-1, il m'a intéressé et intrigué surtout parce qu'il a pris Paqueta dans un double pivot. Et je me suis dit, ok, Paqueta dans un double pivot. Pour avoir vu beaucoup à l'Olympique Lyonnais, je sais que c'est pas un mec avare en effort, etc. Mais pour moi, c'était surtout quelqu'un qui était meilleur dans le dernier tiers, tu vois. Et au final, j'ai vu un Brésil qui, par phase, défendait en 4-4-2. Alors du coup, on avait parlé avec l'équipe de France de comment est-ce qu'on va trouver un équilibre défensif, notamment sur les côtés. Alors là, l'équilibre était assez net. T'avais Richarlison et Neymar. Ensuite, 4-4-2 avec le double pivot. Et sur les côtés, Vini. Et de l'autre côté, Rafinha pour essayer de fermer. À minima, j'ai trouvé qu'il y avait de la cohérence sur ça. Tu vois, je me suis dit, ok, bon, ça va, c'est un petit peu réfléchi. C'est 4 offensifs, mais c'est pas complètement, tu vois, on va dire fantaisiste. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. Sorti de ça, maintenant, Bon, je on veut ton trouve avis sur ce que tu as vécu pendant ce match, voilà. Vas-y, c'est bon, je vais parler français et on peut ne pas être d'accord. Je vais d'abord sortir les arguments qu'on m'a dit et qui sont bien entendu compréhensibles parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard Med pour les comprendre. Oui, la Serbie avait des absents. Oui, la Serbie joue pour se qualifier deuxième. Oui, la Serbie a donc essayé de loquer un nul ou un résultat miracle en défendant assez largement. Voilà, c'était un 5-4-1, donc une ligne de 5, une ligne de 4 devant, très resserrée. Des fois, un milieu pouvait ressortir et être 6-3-1 carrément, avec énormément de présence dans la surface. Ça a tenu le temps d'une mi-temps et le temps aussi de quelques chances. Parce qu'il y a quand même eu quelques, pas occasions, mais quelques situations pour le Brésil. Je pense notamment à la passe de Thiago Silva pour Vinicius sur une errance défensive. Ça aurait pu donner but. Mais sorti de ça, franchement, j'ai été extrêmement déçu du choix de la Serbie qui, en plus d'avoir essayé de jouer défensif, n'a même pas réussi à faire quoi que ce soit d'intéressant avec le ballon. Donc c'est-à-dire que moi, je suis pas non plus dans le hipster football en mode waouh, faut jouer et laisser 60 mètres d'espace et presser pendant 90 minutes comme des bœufs. Je peux comprendre que certaines équipes jouent un peu plus avec leur qualité et peut-être avec une mentale différente. Maintenant, ça reste la Serbie et pas Saint-Marin, donc je pense qu'il y avait de quoi faire mieux. Et surtout, moi, ça me dérange pas qu'une équipe essaye de jouer défensive tant qu'avec le ballon derrière, tu vois quelque chose de correct.
correct en fait. Et ce truc de correct avec le ballon, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu des beaux contres, je n'ai pas vu quelque chose de travaillé. Et puis surtout, j'ai juste vu un bloc qui coulisse à droite à gauche. Même défensivement, j'ai pas eu le sentiment de voir quelque chose d'ultra travaillé. Alors, on me dira que quand sur les côtés, c'était des prises à deux, souvent sur Vini ou sur Rafinha, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose de pensé à minima à cet égard. Mais disons qu'au global, j'ai été quand même assez déçu. Et quand à la fin de la première mi-temps, j'ai vu par exemple des mecs me dire plus, mais non, mais c'est le Brésil qui est pas bon. Oui, d'accord, c'est peut-être que le Brésil en première mi-temps manquait de certaines choses. Mais moi, je trouve que c'est 10 fois plus difficile. Enfin, je trouve ça plus dur de reprocher à l'équipe qui a affaire à ce genre de bloc en mode, waouh, vous n'avez pas réussi à manœuvrer ça, ce qui peut se faire, plutôt qu'en face vous dire, les mecs, vous fermez d'une manière. Voilà quoi. Donc voilà mon avis pour la chose. J'ai trouvé que c'était trop peu ambitieux, trop défensif, et même avec ballon, au-delà d'être défensif, c'était même pas intéressant. Donc par exemple, l'Atlético en 2014, c'était défensif, mais avec ballon, ça compterait bien, tu vois. Comparé à certains Atlético qui font zéro frappe à l'Etihad et qui se gargarisent de ça et où t'as envie de te gerber dessus. Voilà. Oui, parce qu'en Maintenant que fait, j'ai si je donné comprends bien, mon avis. si je comprends bien, ce qui te gêne, c'est pas tant le plan défensif et le bloc bas, c'est surtout ce qui se passe après. Ça veut dire au moment de la récupération, C'est ça. euh, si, si je comprends bien. Après, sur le plan strictement défensif, il y a des équipes qui défendent mal. Le Mmh. Costa Rica a très mal défendu contre l'Espagne, même Oui. si l'Espagne fait un bon match. Mais il y a des équipes qui défendent mal. Et pour le coup, la Serbie a défendu de manière intéressante en prenant certaines options. C'est d'ailleurs ce qui a donné un peu d'espace avec le ballon à Casemiro et à Thiago Silva, parce que tu ne peux pas tout gérer avec ce Oui. Brésil. À la fois essayer de contrôler les passes vers Neymar à l'intérieur, essayer d'aller faire des prises à deux sur les ailiers. Tu ne peux pas tout faire. Donc, le Brésil a beaucoup, beaucoup de qualité. Mais, le bloc bas, pour moi, ce que fait la Serbie, moi, je trouve ça intéressant. Alors, peut-être, justement, je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais peut-être parce que nous, on a un prisme tactique, on a envie de Ouais. voir ce qu'il fait. Voilà, je me demandais. Alors, ils ont commencé le match, d'ailleurs, à un moment, ils ont voulu aller chercher haut. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Très vite, ça a été du repli. Après, je pense que c'est aussi lié, à mon avis, à la qualité de ce qu'a fait le Brésil, à la perte, en fait. Ok. C'est-à-dire, à la fois, comment ils se structuraient avec le ballon et notamment le rôle des latéraux. Ah ouais, je pourrais jouer dans plein d'équipes, mais ça, c'est juste le C'est pour fin. ça que c'est pour ça que je rigolais pendant que C'est tu pour parlais, ça que Dan. tu rigolé. Ce que On tu me dit disais n'était pas drôle du tout, mais oui, c'est vrai que t'es un peu en. Il y a de tout en fait en toi, tu vois. Ouais, On sait pas d'où il y a tu un peu viens. de tout, ouais. T'es un peu un Il y a citoyen du plusieurs monde. continents en moi, mais Ouais, ouais, on fera ouais. ce débrief-là, une autre fois. Non, mais je sais pas ce que tu en penses, toi, Raph. Est-ce que tu es d'accord pour dire que la Serbie, en première mi-temps, malgré tout, a bien défendu? Et est-ce que toi, tu penses que, avant qu'on déroule le plan du Brésil, notamment pour Hmm. être efficace en transition défensive, est-ce que tu penses que c'est surtout lié à la qualité du Brésil à la perte ou que la Serbie vraiment a été, heu, a été cata et sans idée? C'est peut-être un peu des 2. Moi, je pense qu'il y a un Ouais, peu ouais, de ouais, bien sûr, il y a comme un peu d'hab. des 2. Après, je pense qu'en effet, la performance offensive du Brésil a peut-être frustré par moment, mais par contre, tu l'as dit, à la perte du ballon, ils m'ont fait une impression quand même très solide. C'est-à-dire que Thiago Silva et Marquinhos ont été très bons sur le marquage préventif. On avait utilisé le terme lors d'une émission, je crois que c'est hier, où on avait dit c'est en gros anticiper les moments où ton équipe va perdre le ballon et déjà être proche des futurs adversaires qui risquent de se rendre disponibles. Et c'est là-dessus, Thiago Silva et Marquinhos ont toujours été très bons dans leur carrière. Donc c'est normal, mais quand en plus tu ajoutes un Casemiro qui est très bon dans ce rôle-là, tu ajoutes Alexandro et Danilo qui jouent assez intérieur, qui dédoublent quasiment jamais. Je pense qu'on a vu aucun Ouais. centre quasiment d'Alexandro et Danilo parce qu'ils restent intérieurs, proches de Casemiro, et ça permet justement à Paqueta, que tu as bien connu à l'OL, Zach, d'avancer, de se projeter, de jouer un peu plus haut. Et finalement, tu Yes. as une équipe qui joue un peu en 5-5, tu vois. C'est-à-dire que tu as Sandro, Silva, Marquinhos, Danilo, tu as Casemiro qui est avec eux. Et par contre, les 5 autres, offensivement, ils sont libres de s'engager dans la surface, de dribbler, de combiner, de faire des 1-2, de faire des courses dans le dos, tu vois. Il y Et a en un peu plus, pour cette coller avec équipe ce que tu dis, qui est en deux Alexandro, quand blocs. il met sa frappe, Alexandro, quand il met sa frappe sur le poteau, il part de l'intérieur, tu vois, pour coller un petit peu à ce Ouais, que tu dis. et il est loin. Et par contre, les frappes de loin du Brésil, c'est une vraie arme, hein. Ils ont quelques mecs qui sont capables d'envoyer des frappes de loin. Ils l'ont plusieurs fois Casemiro, utilisé face au Alexandro. bloc bas. Ouais, Neymar en a une qui est détournée, là, qui est déviée, qui part de loin, mais qui part très bien et qui est contrée.
Donc je pense que défensivement, le Brésil est fort et qu'il ne faudra pas l'oublier sur le reste de la compète. Et que, par exemple, on a parlé de l'Espagne et de leur force à la perte de balle. L'Espagne en possession, ils perdent le ballon, comme ils sont proches de la perte de balle, ils agissent, ils le récupèrent tout de suite. J'ai trouvé que le Brésil avait été fort là-dessus aussi. Alors la Serbie manquait de joueurs de profondeur qui auraient pu embêter Thiago Silva et Marquinhos pour courir dans leur dos. Mais c'est quand même une bonne partie de la performance brésilienne est là. Et c'est aussi pour ça que la Serbie a aucune grosse occasion. Vous avez souffert d'une occasion serbe? Non, à part Il y un en a coup de pas pied eu. arrêté, à un moment, il y a eu un petit Ouais, ouais, frisson. ouais. Oui, un corner, c'est ça, Ouais, où le ballon ouais, c'est tombe, du corner, ouais. Milinkovic-Savic la retouche. Ouais, c'est la seule occasion. Donc là-dessus, le Brésil est fort. Après, je pense par rapport à ce que tu disais, Zach, sur ce côté un peu frustrant de ces performances-là, on sort de quelques jours où la Coupe du Monde est remplie d'équipes Ouais, qui ouais. pensent à s'organiser plutôt qu'à se désorganiser. On a beaucoup d'équipes qui sont en bloc, bien en place, qui sont là pour protéger leur but, qui ne vont pas forcément chercher très haut. Depuis le Japon et la deuxième période contre l'Allemagne, est-ce qu'on a vu une équipe aller chercher très haut un adversaire en dehors des équipes très dominantes? Je ne crois pas. C'est-à-dire que le Japon est allé chercher très haut, le Costa Rica s'est recroquevillé, Maroc et Croatie ne sont pas allés chercher très haut. Il y a le Canada qui l'a fait pendant une période et ça a été top. Et en deuxième, ils étaient cuits. Ouais. Et tu vois, sur la journée d'aujourd'hui, Suisse-Cameroun, euh, il n'y avait pas forcément d'équipe qui allait chercher très haut de manière très T'as le organisée. Cameroun qui fait une belle perf, mais oui, de manière organisée. Là, tout de suite, le dernier auquel je pense, c'est Canada hier soir. Ouais. Ouais, le Brésil, Serbie, bah, on vient d'en parler. Uruguay, Corée du Sud, c'était deux équipes qui n'avaient pas envie d'aller chercher très haut. Et Portugal, Ghana, le Portugal allait chercher très haut, mais pas le Ghana, et c'était assez logique dans le rapport de force. Donc il y a peu d'équipes qui essayent de bousculer un peu cette hiérarchie, si tu fais le bilan de la compétition, dans leur façon d'aborder les matchs. Il y a l'Arabie Saoudite qui l'a fait avec sa ligne très haute, où ça a été étonnant de voir une équipe dominée aller chercher aussi haut. Tu as le Japon qui l'a fait en deuxième période contre l'Allemagne, Ouais. le Canada contre la Belgique, mais la différence, l'écart était déjà plus faible. C'était pas Brésil-Serbie, tu vois, en termes de hiérarchie. Et sinon, c'est vrai que tu vois, l'Australie contre la France, ils ont pas voulu chercher haut. Le Costa Rica, on en a déjà parlé, ils sont pas voulu chercher haut. Le Qatar contre l'Équateur, ils sont limite pas sortis de leur camp. Donc tu penses qu'une des Mexique-Pologne, il parties de s'est pas notre passé frustration grand-chose. vient un peu de là? Ouais, la répétition. Je pense que la répétition joue beaucoup là-dedans, tu vois. Si on avait vu Ouais, je une pense Coupe que t'as du raison. Monde où certains petits seraient allés chercher très haut, comme des clubs en Ligue 1 cette année sont allés chercher très haut, sont allés embêter, ça nous aurait mis un peu de fraîcheur. Là, on est sur une Coupe du Monde où les équipes sont en forme et sont finalement assez bien organisées défensivement, mais peut-être qu'elles n'ont pas eu de temps ou d'idées pour justement savoir comment déséquilibrer leur propre équipe et les adversaires. Et on finit pour l'instant sur une Coupe du Monde très timide. Après, c'est la première journée. Quand il faudra Voilà. aller gagner des matchs sur la deuxième, troisième journée, peut-être que ce sera différent. Là, personne n'était très malheureux d'avoir un nul, tu vois. Donc c'est une donnée importante aussi dans la première Et journée. aussi, on en parlait hier, il y a quand même pas mal de groupes où la hiérarchie, elle n'est pas tout à fait établie, qui paraissent homogènes. Et donc, le fait de faire un match nul, on avait parlé de Maroc-Croatie hier dans ce sens-là, mais même Suisse-Cameroun sur ces approches-là, Uruguay, Corée du Sud, Portugal, Ghana, c'est des groupes. Alors, il y a le Portugal, mais après, tu sens que le Ghana et la Corée du Sud, par rapport à l'Uruguay, ils se disent pas, on est largement en dessous. Et donc, il y a peut-être une volonté de se dire, allez, sur la première, si on finit avec un point, après, ça nous laisse encore la possibilité de voir ce que ça va donner. Vu que c'est la première journée, Mais je on, pense que on se ça l'était joue. dit sur Maroc-Croatie, Danezan, qu'on s'était Ouais, dit c'est ce que je viens Ouais, de Maroc-Croatie te on à la dire. fin avait de dit match. live to fight another day, Ouais. tu vois, on l'avait déjà Et, dit. Mais... après, ils vont peut-être le regretter un moment de ne pas aller chercher 3 points sur le premier match, tu vois. Donc le Japon y est allé et ça change complètement leur phase de poule. Donc Ok, oui. à Est-ce que voir. vous vous souvenez d'une phase de poule de Coupe du Monde spectaculaire? On nous demande, mais je suis en train de me poser la question. C'est dur d'avoir le souvenir parce que souvent, quand on pense aux Coupes du Monde, on repense justement aux Ouais. moments assez forts et à Puis la phase de groupe dans son ça, ça ensemble dé- ou des ça matchs à dépend de élimination l'âge qu'on directe. a. Ça dépend de l'âge qu'on a quand on la regarde aussi, tu vois. 2006, j'ai des souvenirs énormes, mais j'avais 13 ans, donc je sais Ouais, pas sur le plan du moi j'en jeu. avais 11 pour te dire. Tu vois, donc c'est dur de se souvenir, de se dire Je ah ouais, est-ce dirais que pas sur le plan du combien jeu j'en avais. c'était bien, tu vois, on était trop jeunes. Non, Dan. Dan, il avait déjà 42 ans en Ah, 2006. tu sais, Et ce qui est quand même assez drôle, les viewers, c'est que si vous prenez, il y a Raph, tête de bébé, qui avait 13 ans, moi, grosse beubare, j'en avais 11. Hein, il est plus vieux que moi. Ouais, écoute, peu importe. Après, Dan, c'est un voyageur du temps et des pays, hein, on l'a dit, il peut venir de partout, n'importe C'est quelle vrai. époque, n'importe quel pays. Donc, C'est non, mais vrai, c'est c'est ça. vrai. 2010, il me semble que c'était pas fou.
Après, on a été tellement dans le prisme de l'équipe de Ah, France qui C'est part vrai. en ouais. sucette que c'était dur de penser au reste. 2014, je me rappelle qu'il y avait des matchs où il faisait tellement chaud au Brésil il se passait rien. Rappelez-vous du Angleterre-Italie à Manaus, où il s'était rien passé Moi du tout. 2006, pardon, même si j'étais assez jeune, et notamment avec le ballon là, qui a été un petit peu, je sais pas, flottant, et ça nous avait annoncé la couleur dès Philippe Lam au premier match Allemagne-Costa Rica et tout, Thorsten Frings et tout. Moi 2006, alors certes j'étais jeune, mais j'en garde un très bon souvenir. Alors sans doute qu'il y avait des grosses purges aussi en poule, mais je regarde un bon souvenir de 2006. Ouais, tu vois, Ouais, par exemple, ça me parle. après 2006, il y avait des ambiances de fou en Allemagne aussi, et ça avait joué dans le Ah, de fou, truc. de fou. 2010, t'as le Jaboulani avec Forlan qui met des screamers à chaque match, donc il s'était passé des trucs. Et 2018, ça fait que 4 ans, hein. 2018, je me rappelle même pas des matchs de poule à part la France. Donc, tu vois, il y a si, l'Allemagne qui sort. Non, il y avait Ouais, l'Allemagne qui sort, ça avait été Allemagne-Suède, marquant, tu ouais. vois. Allemagne-Suède, Mais, ouais. ouais, mais tu vois, par exemple, la Suède était une équipe horrible dans le jeu. Tu vois, si on Euh, fait le bilan, on parle c'est des vrai. équipes là qui sont très défensives. La Suède, c'était un bloc 4-4-2 compact, ça attendait, ça contre-attaquait, ça misait tout sur les coups de pied arrêtés. C'était infernal. Petite, le ballon de Jabulani, ouais. Ouais, Ouais, petite pause, les amis, histoire d'être dans le direct. Il y a le sélectionneur qui a dit, donc le sélectionneur du Brésil, qui a dit que Neymar, ça allait aller, qu'il allait jouer le reste de la Coupe du Monde et tout, et qu'il était confiant pour ça. Il a dit ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il y a une autre vidéo là qui vient d'être publiée où il est sorti du stade un peu en boitant, mais sur ses deux jambes et avec la cheville droite dégonflée. Et il ne passera pas d'examen. Le staff préfère attendre de voir pour les prochaines 24 heures. Et le sélectionneur assure qu'il va continuer à jouer la Coupe du Monde. Donc, pour Neymar, a priori, il y a moyen que ce soit moins grave, voire largement moins grave que ce qu'on pensait. Il est sorti un petit peu en boitant, mais comme j'ai dit, cheville dégonflée, sélectionneur confiant, on Bon, espère. j'aime quand tu m'annonces des bonnes nouvelles comme ça, Zach, parce que je t'avoue que bah, c'était triste, tu vois, si t'as même, enfin, qu'on soit supporter de n'importe quelle équipe, un joueur comme ça, un tel joueur qui arrive autant en forme dans ce tournoi, qui peut être son dernier, tu as quand même envie qu'il soit apte à jouer. Bon, après, moi, j'ai une tendresse particulière pour lui, mais mais on donc a, j'étais inquiet. Et s'il revient, franchement, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour on nous n'a pas tous. trop, on n'a pas parlé des buts en eux-mêmes. Alors, à part Dan qui a cité le deuxième de Richarlison, mais Bien sûr. Le jeu de corps de Neymar sur le premier but te change le match, hein. C'est une action magnifique où c'est une de ses grosses qualités où il sait quand laisser le passer le ballon alors que l'espace est tout petit. Et derrière, il trouve pas une passe qui tue tout parce qu'il trouve une Vinicius dans les pieds, mais son jeu de corps pour se mettre dans le sens du jeu sur cette action, ses changements d'appui, ses changements de direction, c'est quelque chose Et, d'assez fort. et, Et et moi, ce qui me il faut frappe le il faut plus, qu'il soit là pour la Coupe du Monde. C'est quand même un des joueurs les plus en forme du monde et un des plus talentueux. S'il se blesse à ce moment-là, ce serait dramatique. Ce qui me frappe le plus, moi, ce que je disais à Raphaël pendant le match aussi, c'est la mentalité de ce gars-là, c'est-à-dire, parfois ça peut paraître agaçant, mais c'est un gars qui va jamais se planquer, qui va jamais renoncer en fait, Ouais, qui est toujours en train d'essayer. Et juste avant cette action-là du premier but dont parlait Raphaël, en fait, il rate un contrôle assez, bah, pas simple, mais pour Neymar, c'est un contrôle simple. Tu sais, il est dans la surface, il y a un centre à terre dans la surface, et il le rate alors qu'il peut, s'il réussit bien son contrôle, il peut enchaîner. ouais. Et donc, au lieu de plonger, 30 secondes après, il réessaye, il reçoit le ballon dans une position très difficile et il se dit, il se dit pas, allez, je rejoue simple, comme parfois on pourrait te dire quand tu as fait un peu des conneries ou tu as merdé ou tu es déçu sur une action, tu te remets dans ton match en jouant simple, en lâchant vite le ballon. Non, lui, il se remet tout de suite en mode, je veux refaire, j'ai raté cette fois-là, je veux refaire des déséquilibres, je suis capable, je suis convaincu que moi-même, je peux faire le déséquilibre encore. Ouais, Et pas de ça, crainte, c'est ouais. passionnant. C'est passionnant de voir ça systématiquement chez lui. Ça peut être agaçant parce que ça peut lui donner un côté sauveur, genre je veux tout faire. Mais tu sais qu'il va jamais se cacher, qu'il va pas abandonner. Et c'est une constante chez lui, quelle que soit la pression, quel que soit l'enjeu. Pour recentrer un petit peu, parce que ça va faire 25 minutes un peu, on parle de ce match, donc on termine un petit peu dessus. On a parlé de la Serbie, de la perf défensive, de plein de choses comme ça. Au final, qu'est-ce qu'on retient de ce Brésil grand favori après le premier match? Moi, j'ai parlé un petit peu du fait que j'avais trouvé qu'en phase défensive, donc on a parlé de leur pressing à la perte. Moi, j'ai parlé du fait qu'ils se plaçaient en 4-4-2, que c'était un minima cohérent, qu'il y avait de l'idée malgré les 4 offensifs, que ça avait l'air équilibré par moment, même si c'était pas face à une Serbie qui avait un allant offensif
très très prononcé. Au global, qu'est-ce qu'on retient de la performance des potentiels favoris pour l'instant? Qu'est-ce que vous en retenez? Comme tu l'as dit, Dan, la qualité défensive, surtout quand il presse à la perte et quand il presse haut. On a même vu Neymar être très actif sur le pressing et aller presser les centraux adverses et faire des grosses Ouais. courses vers l'avant pour récupérer le ballon. Leur capacité à défendre en 4-4-2 avec un Paqueta milieu axial, ça Mmh. c'est assez fort aussi. On verra contre d'autres équipes, mais que cette option existe, c'est assez bien et c'est vrai qu'il a un gros volume. Donc si en plus le Brésil est organisé, ça peut lui permettre de continuer à être dans l'équipe. Et l'autre Ouais. donnée importante, c'est la richesse de leur secteur offensif. On l'a vu quand Rodrigo est entré, quand Anthony est entré, quand Martinelli sont entrés. Ils sont entrés et Ouais, j'ai vu. sur leur première prise de balle, ils font mal, tu vois. Martinelli, il entre sur, je crois, ses 2-3 premiers ballons, il y a un moment où il gagne 50 mètres. Et ça, c'est une donnée très très importante. On l'avait vu avec la France où des joueurs étaient sortis du banc alors qu'ils ne devaient pas jouer et ils ont été quasiment meilleurs que ceux qui avaient démarré. Et là, Oui. le Brésil, il y a cette possibilité-là aussi. Et c'est quelque chose qui était évident avant la compétition quand tu voyais les joueurs sélectionnés, même ceux qui n'étaient pas sélectionnés, parce qu'il y en a qui sont à la maison qui pourraient jouer avec d'autres nations s'ils étaient de cette nationalité-là, vu leur niveau. Et là c'est quand même une grande arme, sachant que tu n'as pas sorti du banc Bruno Guimaraes, tu n'as pas sorti du banc Fabinho, t'as pas sorti du banc Militao, tu vois. Donc Ouais, il ouais, te ouais. reste encore beaucoup de bons joueurs sur le banc que tu n'as pas utilisés et sur lesquels tu pourras t'appuyer dans d'autres contextes de match. Ok. Et Dan, pour terminer? Bah, non, mais je rejoins, rien à ajouter. Voilà, le secteur offensif plus défensivement, la façon dont l'équipe réagit à la perte et l'état de forme de Casemiro, Thiago Silva et Marquinhos. Après, peut-être que pour le coup, Tite, dans les matchs à élimination directe, peut-être qu'il y aura la réflexion pour sortir un des offensifs, peut-être Paqueta ou peut-être Richarlison. Mais le Ouais, problème, c'est pour que un Guimarães, un Richarlison, truc comme ça. ouais, le problème, c'est que Richarlison, enfin le problème, entre guillemets, c'est qu'il a marqué, donc il y a pas de question à voir. Mais avant son Oh, le but, non, avant second son but, but! tu peux te poser la question. Ouais, c'est dingue. C'est Vous avez dingue réagi comment sur le second l'enchaînement. but? J'ai Moi, hurlé, j'ai hurlé. moi, sur le premier but, en fait, sur le deuxième but, pardon, tu vois son contrôle, tu comprends ce qu'il va faire et c'est là que j'ai dit oh! Tu vois, parce que tu dis ah, il va le tenter et ça fait but et tu fais encore oh! Et c'était Ah avec ouais, un j'ai pote hurlé, moi. et ah, c'est magnifique. Ah, moi j'ai hurlé, il y avait du monde en plus autour de moi, j'étais dans un café, mec, j'ai crié. En plus, j'étais parti dans le match, pour être tout à fait honnête avec vous, en étant pour la Serbie, en mode allez le football européen, allez, vu que moi je suis très pour la France, je me dis un Brésil qui se casse les dents, j'en suis heureux, ça peut être pour nous, tu vois. Et, et au final, quand j'ai vu le 5-4-1, 6-3-1, je suis passé en veste réversible totale, et donc quand le Brésil a marqué, j'étais bien content, tu vois, j'étais là en mode ouais, continuez à jouer défensif, voyez à quel point ça fonctionne et allez-y, c'est nickel les gars, changez rien. Et donc du coup au deuxième but, j'ai fêté ça comme un j'ai fêté ça comme un fan, je te jure. Ouais, t'as On, on, basculé pendant le on match. nous, on nous a dit sur le chat, après je te laisse Zach, il y a Ouais. quelqu'un qui nous dit qu'il a 33 ans. Alors déjà bravo à toi d'être avec nous. Oui. C'est bien, parce que tu devrais être au lit à ton âge. Non, il avait Mais 33 ans en 2014. En ouais, en 2014. 2014, c'est pour ça que je dis ça. Il avait 33 ans en 2014 et il nous dit que c'est le premier tour le plus spectaculaire depuis 90. Donc Il a dit que on va le prendre. 2014 était. Ah oui, Oui, ok, ok, ok. 2014, c'était le plus Ah. spectaculaire. Là, on ne sait pas encore, c'est encore un peu tôt. Mais bon, on se rappelle pas de ces phases de poule là, nous. Mais comme quoi, il y a des gens qui ont un Ouais. peu d'expérience sur le chat. Tu vois. De ouf, de ouf, de ouf, ça Et fait après, plaisir. sur le nombre de buts, en fait, vu qu'il y a eu des gros cartons, le 6-2, Angleterre-Iran, Le le, 7-0, le ouais, ça fausse 7-0 de complètement le l'Espagne, truc. Ouais. il y a eu après des matchs, tu vois, le France-Australie à 4-1, le Portugal-Ghana. En fait, ça, je pense qu'à la moyenne de buts, elle est finalement assez élevée, alors que tu as eu plusieurs matchs, tu as eu plusieurs 0-0. Ouais. Mais même un match comme Pays-Bas-Sénégal qui aurait pu finir à 0-0 parce qu'il n'y a pas eu des tonnes d'occasions, En fait un finalement, 2, ouais. il y a 2-0. Et donc, je pense qu'en moyenne de buts, ça l'a fait monter par rapport à d'autres éditions. Mais qu'en fait, dans le contenu, il faut regarder dans le détail. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs matchs très, très, très fermés. Bah, je vous donne une dernière stat. L'Angleterre, l'Espagne et la France ont marqué à L3 autant de buts que le Qatar, l'Équateur, l'Iran, le Sénégal, les Pays-Bas, les États-Unis, le Pays de Galles, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Danemark, la Tunisie, l'Australie, le Mexique, la Pologne, le Maroc, la Croatie, le Costa Rica, le Japon, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la Suisse, le Cameroun, la Corée du Sud et l'Uruguay. Donc cette impression-là, elle est, tu vois. Oh la liste des ténèbres. Il a Ah cité bah 18 ouais, ouais. équipes, je suis mort. Ah non, mais tu vois, la deuxième partie Et d'équipe t'as que j'ai cité citée même là, des j'en ai. équipes qui sont pas au mondial. T'as triché un peu.
Non, 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 mais j'ai cité, je crois, L'Algérie, l'Italie, l'Afrique du Sud. le Wakanda, tu sais, non, non, pas du tout, mais j'ai cité 20 équipes et elles ont marqué 17 buts à elles toutes, tu Ah, vois? Donc, je vois marqué plus de buts que Jumanji, tu vois, le mec s'arrêtait pas, tu vois. et Bon, ça, en tout cas, c'était à 16 h. Je sais pas ce qu'il faudrait la refaire depuis la stat, tu vois? c'est Et vrai, juste c'est sur vrai, c'est vrai. Richarlison, vous pensez qu'il là, on nous demande, mais c'est vrai que tu penses qu'il rate son contrôle? Oui, il rate son contrôle, mais Oui. il s'ajuste très bien. Oui, oui, oui. Je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire de base. Je pense pas On qu'en est d'accord, contrôlant hein? gauche, il voulait se la mettre en l'air de cette manière, je suis d'accord. Donc, Je pour nous sommes terminer, d'accord. voilà, on a discuté un petit peu de ce Brésil, du match du Brésil contre la Serbie. C'était assez cool. Juste après Portugal-Ghana, donc là, on va parler de Portugal-Ghana. On va vous faire un premier débrief global de cette première journée avec nos tops, flops, peut-être une action marquante si on devait chacun en citer une. Donc, on va parler de Portugal-Ghana et on va partir dans le même sens. Portugal-Ghana. Alors, en fait, Portugal-Ghana, j'ai envie de parler d'un autre prisme de ce. Euh, En fait, je veux parler un peu des équipes africaines. Moi, comme j'ai dit sur Twitter, je follow beaucoup de gens et je follow beaucoup de binationaux qui ont des doubles nationalités diverses. C'est-à-dire, je follow des Sénégalais comme des Marocains, comme des Tunisiens, comme voilà. Et donc du coup, c'est des personnes qui retiennent un même son de cloche. C'est des personnes qui, pour beaucoup, en ont marre de ce côté. Ok, les équipes africaines, c'est combatif. On peut en retenir des fois des bonnes intentions, mais c'est toujours très frustrant parce que ça se débride très souvent en perdant. Et sinon, avant ça, c'est très timide par moment par rapport à d'autres équipes qui arrivent à se débrider et à jouer sans complexe, comme par exemple des fois les Japonais. Donc là, voilà, je dis le take que je vois très souvent dans ma TL de la part de binationaux diverses. Est-ce que vous, après avoir vu la plupart des matchs des équipes africaines et notamment le Ghana, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si je peux donner mon avis pour commencer, je trouve que c'est un avis qui, à minima, a un peu de sens. J'ai trouvé qu'on a vu le Ghana commencer à se réveiller, surtout après avoir encaissé ce premier penalty, un penalty qui peut-être est généreux, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment trouvé qu'ils ont commencé à jouer, à exploiter le côté droit portugais qui était le plus faible, avec Cancelo et notamment, étonnamment aussi Ruben Dias, qui je trouve a pas fait un très bon match. Et c'est à partir de ce moment-là que même on a pu trouver dans certaines zones un Kudus qui était très en forme et qui était bien mieux quand il était à 20-30 mètres des buts au lieu d'être à 50-60. Voilà. Donc c'est mon avis et je trouve que ça a du sens. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on rentre plus peut-être dans les détails de ce match-là? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Très Je intéressant. suis pas tout à fait d'accord, Zach, parce qu'effectivement, avant le but, tu as raison, ils étaient bas. Je conteste pas ça. La question, elle est: quelle était leur intention en début de match? Ouais. Et en revoyant, après le match, en revoyant le début de la rencontre, en fait, au début, ils ont une ligne ils essayent de maintenir une ligne défensive assez haute. Alors, je te dis pas haute, pressée dans le camp adverse, même si ils l'ont fait, mais i en tout cas, ils essayaient d'avoir une ligne défensive, alors peut-être pas aussi agressive que celle de l'Arabie Saoudite, mais Ouais. qui pouvait plus se rapprocher en termes de hauteur de celle de ce que tentait de faire l'Arabie Saoudite que, ce qu'a fait, le Costa Rica ou la Serbie, ce soir. Heu et en fait, même si je sais que le Portugal a déçu beaucoup de monde en première période, j'ai trouvé intéressant la manière dont le Portugal a réussi, par l'option de jeu de Fernando Santos, on déroulera peut-être après son idée, mais ça me paraît intéressant, mais a réussi à avoir tellement le contrôle avec son accumulation de milieu, tellement le contrôle sur le match que une bonne attitude, je trouve, au pressing d'ailleurs, de tous les joueurs, même Cristiano, que le Portugal a réussi à s'installer dans le camp et à y rester pendant toute la mi-temps. Puisqu'on parle de la première mi-temps, le match a un peu changé après, on va dire après l'heure de jeu plutôt. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre le Ghana dans dans le sac d'une équipe qui était partie vraiment pour s'asseoir devant son but. Voilà, moi, j'ai pas eu cette impression. En revoyant ça, je pense que c'était pas leur intention et qu'après, ils ont souffert de ça et ça a été compliqué pour eux de sortir. Euh, Après, sur l'approche globale des équipes africaines, oui, oui, c'est sûr que tu as une organisation qui est souvent basée sur le bloc défensif. Ouais, la Sénégal, solidité, tout ça, ouais. voilà, Tunisie, Maroc, voilà, ils ont Ah, fait. Mais le Sénégal, ils sont allés chercher quand même.
Oui, Oui, mais c'est Sénégal, ils l'approche, sont elle est allés chercher défensive. Ce que haut. je veux dire, c'est que l'approche, elle est basée, souvent avec Aliou Cissé, elle est basée sur comment tu vas construire défensivement ton bloc, qu'il soit bas ou haut. C'est ça que je voulais dire. Tu vois? Ouais, Elle est mais plutôt basée sur ça, plutôt que comment tu vas gagner, avoir le ballon et ce que tu vas en faire. Ça vient dans un deuxième temps. ouais, mais ce que tu fais sans te permet aussi d'avoir des opportunités avec et de jouer différemment. Tu vois, quand je vois, par exemple, l'effectif du Ghana, le 11 du Ghana et le 11 du Portugal, les deux qui démarrent, je me dis que c'est le contexte idéal pour qu'une équipe africaine aille chercher une équipe européenne. Parce que le Portugal démarre le match avec aucune menace dans la profondeur. Il démarre le match avec, tu l'as dit, un empilement de milieu d'âme, avec un espèce de losange, faux losange, où il n'y avait pas vraiment de 10 parce que Bruno décrochait souvent de sa zone. Donc tu avais ouais, Bruno, tu avais Bernardo, tu avais Otavio, tu avais Ruben Neves, qui étaient les quatre milieux de terrain. Ruben Neves jouait assez bas, Bernardo et Bruno venaient chercher les ballons assez bas aussi pour sortir du bloc ghanéen qui était un 5-3-2. Par contre, assez vite dans le match, Dan, j'ai trouvé que les pistons n'allaient pas chercher les latéraux adverses. Tu vois, Alidou Oui, ils ont Saïdou arrêté, mais au départ, ils et voulaient pas Baba sont pas allés redescendre. chercher. Mais moi, je pense qu'ils auraient pu aller chercher beaucoup plus haut, limite que le Ghana se calque sur le Portugal et aller chercher en marquage induit dans le camp adverse. Parce qu'on l'a vu lorsque le Sénégal l'a fait, on l'a vu lorsque d'autres équipes l'ont fait. Quand tu vas chercher très haut, ton problème, c'est la gestion de la profondeur. Là, ouais, le et les 1 Portugal, contre 1, ouais. là, le Portugal, pour moi, face à Djikou, Salis ou Amarte, n'était pas dominant sur cet aspect-là jusqu'à ce que Leao entre. Et le fait que Fernando Santos démarre sans Leao, pour moi, c'est vraiment une opportunité si tu es un adversaire du Portugal pour aller les chercher haut. Surtout que Danilo et Ruben Dias, c'est pas des joueurs qui pour moi sont totalement fiables sous pression. Donc tu peux Ouais, aller les embêter. Et je ouais. trouve, alors je sais pas si c'est une question de volume physique et que le Ghana n'était pas capable de le faire, mais quand je vois que tu as un duo devant Iñaki Williams Ayou, que tu as Abdoul Samed, Partey et Kudus au milieu de terrain, que tu as Seydou et Baba, qui sont quand même des joueurs qui sont très forts sur le 1 contre 1 et qui peuvent aller chercher haut, quand tu as Amartey et Salissou qui sont dominants dans le 1 contre 1, Djikou qui a bien couvert, qui est capable de gagner des ballons dans les airs ou au sol, je me dis, tu as un 11, tu vois, quand j'ai vu le 11 aligné par le Ghana, je me suis dit, ouais, c'est sérieux. Je vois aucun joueur que le Portugal peut vraiment aller chercher en 1 contre 1 et le dominer soit athlétiquement, soit techniquement. Et d'ailleurs, on Ouais. a vu jusqu'à l'entrée de Léao, il y a quasiment aucun Portugais qui a fait une différence dans des espaces ouverts. Et ça m'a un peu étonné. Je pense que le Ghana aurait pu aller faire comme le Sénégal, aller chercher haut et se créer des occasions en récupérant le ballon beaucoup plus haut. Parce qu'au final, quand ils ont cherché à partir de plus bas, puisqu'ils étaient en train de subir face au Portugal qui s'installait en possession, ils n'ont jamais réussi à sortir proprement, à passer ligne par ligne, Totalement d'accord. à trouver un joueur dans la profondeur. Ils ont tenté un peu avec Iñaki Williams, dans la zone de Ruben Diaz de temps en temps, mais sur des ballons difficiles. Mais pour Il moi, y a le eu un Ghana, peu quand tu vois Kudus le. de temps en temps Ouais, et Ouais, c'est qui là où qui. a, j'ai dit qui est que sorti tu avais Kudus qui de était la à pression. 60 mètres du but et que c'était compliqué parce que dès qu'il arrivait à toucher le ballon, c'était très très loin du but et il était dans une zone, je pense, moins préférentielle pour son talent. Alors que dès qu'ils ont commencé après le but bon, après, c'est la réaction d'après un but, tu vois, donc ça, c'est limite par moment ouvre à football, tu vois, mais dès qu'ils ont commencé à être beaucoup plus haut et à trouver Kudus plus proche de la surface, c'est là où le Ghana a commencé, je trouve, à être plus dangereux. Alors après, dans ce cas-là, on peut quand même parler d'un truc. Moi, c'est le coaching du coach ghanéen et notamment de ses changements, passer l'égalisation, donc des changements où il fait sortir limite une partie de ses meilleurs joueurs. Bah, il Et fait sortir le passeur et Ah, le buteur dans la foulée du but. c'est deux meilleurs joueurs. Ouais. il fait sortir le passeur et le buteur et dans la foulée, ils se reprennent un but avec derrière la défense qui commence à être, je dirais, de plus en plus compliquée, avec notamment sur le deuxième but, c'est Baba sur le deuxième but qui se place vraiment très très mal avec son corps un petit peu de mal Ouais, il placé de rate son fracas. intervention en plus. Ouais. En Ouais. fait, Voilà, et en qui fait, tu Jordan Ayew qui entre et qui est celui qui va perdre les deux ballons, celui du 2-1 et celui du 3-1. ouais. Euh, il y a aussi, je pense, l'élément fondamental, en plus de la rentrée de Léao, mais Léao rentre après le deuxième but, mais en Mm. plus de la rentrée de Léao, et j'aimerais bien qu'on discute de la titularisation ou non de Léao, parce que je sais que ça a beaucoup fait parler, et j'aimerais bien qu'on discute de ça, mais juste sur le but du 2-1 et du 3-1, il faut quand même souligner le fait que Bruno Fernandes, qui évoluait plutôt dans la partie droite haute du terrain Ouais. jusque-là, en fait, lorsqu'il y a eu les premiers changements de Fernando Santos, il est passé dans l'axe. Et pour le coup, sur le deuxième but, la manière dont il s'oriente pour reprendre de la distance avec son adversaire au moment de la passe latérale, comme ça, pour aller lancer Joao Félix, même si l'arrière gauche du Ghana fait une petite connerie.
il est à l'origine de ce but-là et sur le Ouais, deuxième, la manière, le timing qu'il a, la manière de fixer et ensuite pour d'ouvrir fixer, ouais. vers Raphaël Leao, tu vois, alors certes, il y a eu plus de courses, mais sur le but du 2-1 et du 3-1, ce repositionnement de Bruno Fernandes, il est payant immédiatement. C'est vrai. Et Léao a aussi ramené, et je pense peut te ramener au global, de la vitesse et de la course. On a vu CR7 à des moments envoyer un peu, quelquefois en profondeur, mais bon, à 38 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire parler vitesse pure, même si ça reste pas ridicule dans ce domaine. Alors que Léao, en plus de te ramener technicité, percussion et capacité de 1 contre 1, peut aussi te ramener une vitesse qui est intéressante quand tu es une équipe qui a le style de jeu du Portugal, je trouve. Ouais, mais c'est Ouais, important de dire, pardon Raph, juste, c'est ouais, important vas-y. de dire, en fait, pourquoi il met pas Leao. Évidemment que c'est une option hyper légitime, c'est le meilleur joueur d'Italie de la dernière saison. En fait, Fernando Santos, il est dans une idée. Après, justement, on peut ne pas aimer, c'est ça qui est cool, hein. On peut aimer et pas aimer des styles, mais c'est important de les comprendre. Il est dans une idée d'un rythme bas, d'une installation, d'un nombre d'événements dans le match qui est très faible. Très faible, On ouais. a vu on a vu que c'est pas forcément une recette, d'ailleurs, qui marche, hein, mais l'autre non plus parce que l'Allemagne où il y a beaucoup, beaucoup d'événements dans le match, beaucoup d'occasions et qui en a eu 2 fois plus que son adversaire, a perdu aussi. Donc je dis Ouais. pas que ça justifie le choix de Santos. C'est juste que c'est son approche et ça me paraît difficile de le voir changer. Il faut du rythme plutôt lent, il faut du contrôle sur le jeu et on va finir par le talent, par marquer. Voilà. Et donc, le fait d'enlever Léao, enfin d'enlever, de ne pas le mettre pour lui préférer un milieu supplémentaire qui va te permettre du contrôle de l'installation, voilà, c'est son option de jeu. Et Après, effectivement, est-ce que tu, ça manquait de verticalité, à part pour Joao Félix. Dis-moi, Raph. est-ce que contre le Ghana, tu as vraiment besoin d'Otavio pour avoir ce contrôle-là? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le Bah, match est pas tellement différent sur le plan du contrôle si Leao est là à la place d'Otavio. Je pense que par contre, il t'apporte des courses dans la profondeur. Et par rapport à ce que tu disais sur le Ghana qui au début essayait de pas reculer, il va te forcer à reculer et il va donner un espace vraiment intéressant entre les lignes pour marquer des buts. Et ça va être Euh, une menace constante. Et de toute façon, ça, je pense, tu le sens aussi sur la non-titularisation de Nuno Mendes, tu vois. Mais même quand il est oui, pas mais bon, il parce que j'ai était. vu j'ai Nuno vu sur était les chats des blessé. gens qui disent que Leao parfois il est pas bon en équipe du Portugal, qu'il a une vision du jeu de merde. Oui, peut-être, sans doute, il y a pas de souci. Kudus aussi, il y a des moments où il a fait n'importe quoi sur la première période. Sauf que tu as une menace de percussion et une menace profonde qui est indispensable pour avoir un équilibre au football sur un terrain et être capable justement de te créer de l'espace. Et toutes les équipes qui ont été championnes de n'importe quelle compétition avaient quasiment toujours une menace profonde. Il y a des très rares exemples comme l'Espagne qui jouait sans attaquant mais où les joueurs se répartissaient les courses. Et tu avais par exemple un Jordi Alba en 2012 qui était un gars qui partait tout le temps en profondeur. Mais dans toutes les équipes qui réussissent et qui vont au bout, tu avais des menaces profondes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il finira dans le 11, notamment parce que par rapport à Joao Effectivement, Félix ou Otavio, il s'y sera plus important à un moment. moi, je préfère cette option-là. C'est-à-dire, j'aurais préféré voir Raphaël Leao sur le terrain pour les raisons qu'expose Raphaël. Et je pense que les formules vont changer en fonction des matchs parce que l'idée dont je parlais, que j'ai exposée, l'idée de Fernando Santos, elle était aussi liée au match, au fait que ce soit le premier match de la compétition, essayer d'éviter d'avoir une surprise, un mauvais pas, etc. Bon, il a failli, pour le coup, se faire avoir parce qu'à 1-1, je pense qu'il n'est pas serein, mais il a quand même la possibilité de faire rentrer des mecs plus verticaux, donc comme Léao. Mais c'est lié au premier match. Donc, il est très possible, effectivement, que dans des matchs à des hauteurs plus importantes, Quand Léao ils auront soit moins le là ballon, parce il qu'il sera là, hein, y aura plus voilà. d'espace, etc. Dès que le Portugal va jouer une équipe qui peut lui prendre le ballon, ou qui risque de lui prendre le ballon sur des longues séquences, Léo sera là. Et il sera très très important. Il y a des gens qui ont comparé son apport en équipe du Portugal à ce qu'a apporté Mbappé en équipe de France. Et sur le profil, sur la menace que ça représente pour les adversaires, je suis assez d'accord. Parce que ça t'oblige à défendre différemment quand tu es un adversaire du Portugal ou de l'équipe de France. Et c'est pour ça que je suis étonné que le Ghana ne soit pas allé chercher plus haut en première période, parce que c'était le moment idoine pour le faire. C'est sûr qu'une fois que Léo est sur le terrain, si tu vas chercher haut, si tu t'ouvres, bah là tu crées beaucoup d'espace. Mais ils ont des joueurs tellement dominants, je trouve, sur le plan du volume, sur la gestion des courses adverses, le Ghana, que je suis un peu étonné qu'ils aient pas plus cherché à s'imposer, justement à travers leur plan défensif, comme tu le disais sur Aliou Cissé, Dan, tout à l'heure, pour parler du Sénégal, qui avait fait une super première période contre les Pays-Bas. Il y en Moi, a qui là, n'ont pas aimé Léao.
Zach, t'as pas aimé Léao, toi, par exemple? Je sais pas, dans le chat, on dit Léao Bah, ok, dehors si. à place de Nuno. C'est quand même un des meilleurs joueurs sur le match, non? Dans Non, ce qu'il bah, je suis propose. d'accord, mais surtout, je vois pas Nuno Mendes jouer ailier gauche, tu vois, même s'il a peut-être l'allant offensif pour être un piston ou quelqu'un de très offensif, je le vois pas prendre cette place-là. Mais si, Léao, j'ai bien aimé son entrée. Non, je Une parlais entrée. Joao Félix, pardon. Je parlais Joao Félix, excuse-moi. Ah. Parce qu'il y en a qui disaient Léao in pour Joao Félix out. Et moi, j'ai trouvé que tu pouvais, d'ailleurs, ils finissent avec les deux. Je sais pas ce Plein que de tu as vices, pensé de Joao plein de Félix. vices, plein de vices le match de Joao Félix a cherché beaucoup, je trouve, les fautes et les cartons faciles un petit peu, notamment le moment où il essaye de prendre le rouge sur comment il s'appelle déjà le 26 ghanéen ou quand ils font un tête contre tête. Bref, moi le match de Joao Félix j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé, notamment après sur le but, sur l'appel et franchement moi j'ai un rapport avec ce joueur même si la première mi-temps c'était pas dingo, pour être tout à fait honnête. Je pense à manquer de course au global de la part des offensifs portugais. Mais sur l'ensemble du match, Joao Félix, j'aime bien la manière dont il demande le ballon, j'aime bien la manière dont il essaye d'en faire quelque chose, la manière dont il décroche aussi des fois. Et sur la course, sur le deuxième but, ça récompense, je trouve, au global, une performance qui était volontaire de sa part. Tu vois. Et ouais, ça m'a plu. Ça m'a plu. Je pense qu'il est difficile à sortir, Joao Félix. Et qu'est-ce que tu as pensé de Osman Boukari qui célèbre le 3-2 pour le Ghana alors qu'il reste 5-10 minutes pour marquer? Avec le su, Ouais. et Inaki Williams qui trouve le temps aussi de s'embrouiller Ah, avec Danilo et de reperdre un extra 3 minutes sur les 7-8. ouais, mais tu vois, Iñaki Williams, il passe peut-être à côté de une des plus grandes histoires de la sélection ghanéenne. Et ça, c'est Cette terrible parce qu'il action est joue folle. super bien le coup. Il joue super bien Bah le ouais, coup. Au total. ralenti, tu vois son intention dès le début. Et c'est quand il se rend compte que c'est possible et que ça va peut-être marcher qu'il glisse, en fait. Ouais, pour ceux Je qui n'ont sais pas pas vu si le c'est match, en psychologique fait, et tout, mais. À la pour ceux toute qui n'ont pas fin, vu le ouais. match, à la fin, en fait, le gardien portugais donc Diogo essaie de Costa. gagner du temps, donc pose le ballon. Sauf que Iñaki Williams était planqué dans son dos. Le gardien portugais avait pas fait gaffe. Et donc Iñaki Williams, quand le gardien pose le ballon, Iñaki Williams fonce pour la lui piquer et ça va marcher, mais sauf qu'il glisse au moment de lui prendre la balle. Ça aurait été un but historique. Ouais, ça aurait été un but historique. Et Inaki Williams, en plus de perdre du temps avec son envoi avec Danilo, rate ce truc en glissant. C'est vrai qu'il doit les avoir un peu là à la fin du match. Bref. Donc, du coup, voilà, on a discuté un petit peu de Portugal-Ghana. Je pense qu'on peut terminer ça gentiment avec notre premier bilan, pardon, sorti de première journée de Coupe du Monde. Donc, nos tops, nos flops, nos actions marquantes. Voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Est-ce que vous allez être originaux? Est-ce que vous allez être classique? Quelqu'un veut se lancer ou vous voulez que je me lance en premier? Je dis pas que vous Vas-y, êtes Zach, très vas-y. original. Non, Ok. nous, Vas-y. on parle trop. Parle un peu parce que nous, on a tendance à être très bavards. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Vous pouvez être très bavard, il n'y a pas de problème. Moi, mon top de cette première journée, pas très original, mais je le pense sincèrement, c'est l'Espagne. Une Espagne que j'attendais forte, contrairement à beaucoup, malgré peut-être manque de qualité des fois en attaque, etc. La victoire collective m'a fait super plaisir. Les mouvements, les appels, comme on l'a débriefé ici, ont été très kiffants. À voir jusqu'où elle peut aller, si elle maintiendra un tel système également, enfin de tels joueurs, pardon, face à plus grosse opposition, mais j'ai bien kiffé, même si ça restait le Costa Rica, voilà. Hein, je me projette pas, j'en fais pas des favoris de la Coupe du Monde tout de suite, mais sorti de la première journée, je trouve que c'est eux qui ont eu la performance la plus époustouflante. Voilà. Bon, après 7 tirs cadrés, 7 buts, mais voilà. Donc l'Espagne en top, c'est indéniable. Flop pour moi, pas très original aussi, mais l'Argentine. L'Argentine et notamment son milieu, plus précisément, de Paul Paredes coupé en deux landes. J'ai pas du tout aimé la perf de l'Argentine pour des tonnes de raisons, même si sorti de la première mi-temps, ils auraient pu avoir 3-4-0, que ça aurait pas été choquant à quelques centimètres. Euh, Au global, je les ai trouvés assez décevants et pris par de très étonnants saoudiens, tu vois. Paradoxalement, on aurait pu mettre l'Allemagne aussi, mais l'Allemagne en première mi-temps, au moins, ils s'assoient complètement sur la tête des Japonais, puis ensuite ils perdent. Bon, ils perdent parce que les Japonais font quelques changements, parce que les Japonais ont quand même de la qualité en attaque, parce que défensivement, il y a quelques problèmes. Mais les Argentins, eux, je les ai trouvés extrêmement décevants au global. Je pourrais aussi noter peut-être, alors là, c'est pas le match où j'ai porté le plus d'attention, pour être tout à fait honnête, mais j'ai l'impression que ce Uruguay-Corée du Sud, j'ai l'impression que c'était littéralement de la perte de temps de vie pure et dure. Donc voilà. Alors, il y avait Vas-y. des. Juste, j'en profite parce que tu as mentionné ce match. Il y avait quelques bons joueurs, quand même, côté coréen, qu'on connaissait pas forcément, en tout cas qu'on voyait peu jouer en Europe, parce qu'ils sont en Europe, mais c'est pas des équipes qu'on regarde souvent.
Le numéro 6 et le numéro 10 coréen, notamment. Ouais. Donc, il y a Inbom Wang et Lee Sung, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, qui étaient au milieu de terrain, les deux, et qui ont fait un très bon match sur le plan technique. Mais j'en profite pour faire ma transition vers mes trucs, Zach. Je me permets, je Ouais. prends le Ah, contrôle. pas de Je problème, prends pas la, de problème. je prends la main, comme chez Julien Lepers, Vas-y. parce que mon flop, c'est l'Uruguay. Ok. Donc, je commence par mon flop, parce que je trouve que quand tu as Bentancur, Valverde, Vecino, des joueurs comme ça, tu as des Raceta qui est sur le banc, tu as quand même Darwin Nunez qui est un joueur intéressant, tu as Cavani qui peut toujours jouer en 2022, tu as Pellistri qu'on a vu faire des bonnes choses. C'est trop pauvre, quoi. Alors, je sais qu'historiquement, l'Uruguay, c'est ça. C'est cette idée de volonté, de combat. C'est une équipe très anglophone, en fait, philosophiquement, l'Uruguay, quand tu fais le bilan. Ils sont plus proches de l'Angleterre qui sont du Toqué des meilleures années Argentine ou du Brésil, tu vois. Mais en fait, ils jouent, j'ai l'impression, un peu sans prendre conscience de la qualité de leur milieu de terrain. Tu vois, je dis que les milieux coréens ont été bons, mais c'est pas eux qui auraient dû me marquer. Je devrais te dire là, ouais, Valverde et Bentancur, ils ont dominé le milieu de terrain, ils les ont dominés physiquement, ils les ont dominés Ouais. techniquement, et c'était pas le cas du tout. On a plus vu les milieux coréens, et moi, c'est ça qui me frustre un peu comme flop. Je sais pas ce que Dan a pensé de l'Uruguay, mais moi, c'est vraiment la compétition est encore longue. Ils ont une poule abordable. Mais je pensais quand même que, surtout qu'ils ont changé de coach, c'est plus Tavares, ils ont remplacé leur coach mythique, que c'était le moment un peu de faire une semi-révolution, et t'as l'impression qu'il n'y a pas du tout cette idée de changer quoi que ce soit. Bah, écoute, moi Il te j'étais reste un ton peu top déçu. aussi. Non, non, mais parce Ouais, mais tu me demandais. Non, non, vas-y, continue, Raph. vas-y, je Vas-y, j'ai continue. pas été emballé par l'Uruguay. Non plus. Mon top, je vais essayer d'innover un peu parce que je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé de lui et qu'on a beaucoup parlé d'autres équipes que j'ai aimées, mais c'est de voir une équipe où Frankie de Jong fait un peu ce qu'il veut. Ça faisait longtemps que c'était pas le cas. Ah, il m'a piqué mon top. Euh, Ah C'est beau Bah, ça. tu vas devoir en trouver un pendant que je bavasse. Non, mais j'en avais un de Non, parce que rechange. je pense qu'on se rappelle tous en fan de foot de l'Ajax 2019, que c'était quand même un des derniers grands moments de la Ligue des Champions, vraiment ces dernières années. C'est l'Ajax qui tape le Real, l'Ajax qui tape la Juve, avec Van de Beek, avec De Ligt, avec Tadic, et surtout c'était l'équipe de Frenkie de Jong dans le jeu. C'est lui qui dirigeait la manœuvre, c'est lui qui prenait le contrôle. Il n'a pas tout fait parfaitement contre le Sénégal, mais il est quand même sur la passe D, il a pris le contrôle à certains moments, il a été créatif, il fait un peu ce qu'il veut dans cette équipe. Et quand tu vois le marasme un peu dans lequel il est au Barça, où il s'est jamais vraiment complètement épanoui. Je trouve ça cool de le voir leader d'une équipe, leader technique, et tu sens que c'est lui qui est le gars sur qui s'appuient les Pays-Bas, et je trouve ça très cool. Je finis par mon action marquante. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Zach. Choisissez le premier ou le deuxième but espagnol. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est des actions que seule l'Espagne a été capable de faire sur ces premières journées-là. Il y a évidemment, on pourrait dire le but de Richarlison, on en a déjà parlé, mais les actions collectives de l'Espagne, c'est un ton au-dessus du reste de la compétition jusque-là. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je reconnais là la perfidie de mon ami Raphaël Cosmidis pour prendre la main et envoyer les siens avant qu'on les lui pique. Mais non, mais je le rejoins sur De Jong. On n'insiste pas assez sur la nécessité aussi d'avoir des joueurs avec de la liberté et qui savent et à qui on ne donne pas des consignes trop restrictives en fait. Et notamment ce type de joueurs-là, tu as besoin de leur donner la liberté et ça fait du bien de les voir. Donc j'enchaîne si vous voulez. Tu peux enchaîner, il y a juste un message de Binet qui est réel dans le chat. Petit point, c'est ouf, il y a pas eu un truc patator de loin ou une tentative marquante dans cette première. Je pense Ah, qu'il il y a parle peut-être Valverde. de Il y a tirs de... Valverde Ouais, et il y mais a des tirs de Sandro, loin Alexandro ce soir. Ouais, mais qui font but, je suppose, qui veut dire. Ah Et oui. c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a bah, forcément un but. Pour moi, le plus beau but pour l'instant de cette première journée, ou en tout cas, si on prend pas une des actions collectives de l'Espagne, si on parle en individuel, c'est Richarlison. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le casual long shot qu'on voit dans toutes les Coupes du Monde, pour l'instant, en tout cas. Diego Forlan nous manque. Et Exactement. Jaboulani. Et ouais, bah pour enchaîner rapidement, en petit kiff, en dehors des choses dont on a parlé, ça m'a fait plaisir de voir Harry Maguire. Oui, oui, Harry Maguire de Manchester United. Ça m'a fait plaisir parce que c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection et de le voir performant dans une configuration particulière hein, où l'Angleterre affrontait un bloc bas et où tu as besoin de comprendre un peu la première relance, quand est-ce que tu dois attirer
un adversaire, quand est-ce que tu dois jouer intérieur, quand est-ce que tu dois jouer long. Et il a quand même une panoplie assez large. Parfois, l'enchaînement des mauvaises performances, le manque de confiance le plombe un peu. Mais quand il reprend, quand il est dans une équipe où la confiance, on retrouve ces qualités-là. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Et j'ajoute que pour deuxième chose pour lesquelles c'est un défenseur central qui est très intéressant quand tu affrontes un bloc bas, c'est évidemment son aptitude sur les coups de pied arrêtés. Il Oui. frappe le ballon il frappe la barre transversale d'ailleurs de la tête. C'est un Mmh. joueur extrêmement fort sur les corners, d'autant À la plus dans une remise sur le équipe, but on en de parlait. Saka. Voilà, exactement. Et puis, on sait que l'Angleterre, on en a parlé un peu, est très forte sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, quant à Maguire en défenseur central dans une équipe qui doit déverrouiller un bloc bas, c'est intéressant. Même si, voilà, évidemment, il lui arrive il lui arrive d'être en difficulté. En déception, heu, une équipe, je crois, dont on a assez peu parlé, le Danemark. Ouais, Heu, C'était une équipe, en généralement, une sorte de garantie de kiff. C'est-à-dire ouais. que quand tu regardes le Danemark, en général, tu sais que ça va être cool, il y a de la fluidité, il y a pour Suarez à la place de Cavani, Stadri, c'est que Cavani n'était pas encore remis, pas à 100. Mais normalement, c'est lui qui est titulaire. Heu, donc ce que je disais, ouais, le Danemark, en fait, a été assez pauvre dans le jeu. Alors évidemment, c'est grâce en partie à la performance titanesque de Laïdouni, le Tunisien, Oui. qu'on regrettera en équipe d'Algérie parce qu'il aurait pu être sélectionné pendant des années en équipe d'Algérie, mais le sélectionneur ne l'a pas pris Attention, tu et es en train de révéler tes origines, Dan, fais attention. Dan non, mais Perez de Béjaïa. de Constantine. Donc voilà, après je sais pas pour le Danemark, je pense pas que ce soit une déception qui va durer, à voir. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Bleus qu'ils aient fait un match aussi fébrile. C'est à voir. J'ai hâte de les voir contre les Bleus. Qu'est-ce qu'ils vont changer? C'est une équipe qui a souvent plusieurs formules, plusieurs manières de s'organiser sur le terrain, différentes possibilités de se créer des actions. Ouais. Voilà, là, ils m'ont un peu déçu. Et pour l'action marquante, pour moi, c'est le but de Mbappé, la tête, parce que je crois que ce joueur immense, doit se convaincre qu'il peut, dans certains matchs, jouer, alors non pas en pointe, mais jouer comme attaquant sans qu'il y ait un autre attaquant devant lui. Je pense que la France, à un moment dans le tournoi, si elle va loin, aura besoin de ça. Et le voir marquer un but de la tête, ce qui est très rare, avec un bon timing comme ça, surtout dans la continuité d'une action où il a débordé, où il est arrivé depuis le côté gauche. Oui. Voilà, je trouve que c'est une action qui symbolise ce que peut aussi être ce joueur, ce que peut aussi être Mbappé. Et pour moi, ça doit être prometteur pour la suite du tournoi. Voilà, à des moments où son équipe aura peut-être besoin de lui dans une configuration comme ça, sans Giroud. Et dédicace aussi au centre à l'arrêt un peu de Dembouz pour aller caler un aussi joli centre à l'arrêt. C'est pas fastoche et ça a été très très bien fait. J'ai bien kiffé sur cette action-là, moi, ce centre. On nous Absolument. demande, Zach, sur le chat, quel est le match qu'on attend le plus de la deuxième journée. Bon, je pense qu'il y en a un évident. Il y en a un évident, je pense que tu y as pensé direct. Bah, tout le monde l'a dit, hein, c'est Espagne-Allemagne, forcément, surtout vu que l'Allemagne perd le premier. Et là, j'étais en train de regarder en même temps le calendrier de la deuxième journée. Euh, alors, Argentine-Mexique, forcément, parce que l'Argentine, si ça gagne pas, t'es quasiment dehors. Donc, t'es un peu obligé de Oui, penser à oui, ce match-là. tout à fait. Euh, Moi, et j'ai un puis, peu et envie de puis revoir voilà. le Canada quand même. Ils vont jouer contre la Croatie, j'ai quand même envie de les revoir. Ouais, Est-ce qu'ils voilà, ils vont aller au bout de leur logique? A priori, oui. Peut-être qu'ils vont sauter comme ça, mais je pense que ce sera divertissant, Ouais. ce match-là. À voir comment les Croates et comment Modric, notamment, va essayer de gérer le tempo pour avoir un meilleur contrôle. Parce que le Canada, on sait qu'ils vont essayer d'imposer un truc, en théorie, un truc de dingue. Ouais, très Sauf offensif. ouais, ouais, non, mais au-delà du côté offensif, tu sais, très agressif, avec beaucoup de courses, etc. Donc, ça fait partie des matchs que j'ai envie de voir, il on y va dire ces a, trois-là. il y a Vas-y. Derek qui nous dit Pays de Galles, Iran. Ouais.
Ouais. Pays de Je Galles-Iran, moi, pense c'est que c'était vraiment le match que j'attends. Hein, c'est bah, demain 11h, hein, Zach, donc Demain 11h, les gars, on va c'est être bien. Kiefer Pays de... Moore, Gareth Bale. On est toujours heureux avec les Gallois. face à Taremi, vraiment, je suis très content. Non, en réalité, en plus, à tous les coups, ça va être un match intéressant, les mauvaises langues, mais j'avoue que c'est peut-être pas l'affiche que j'ai hâte de voir avec un grand A. Et nécessairement, en tant que Français, allez, le petit France-Danemark aussi, Ah oui, on a hâte de revoir évidemment. l'EDF. Vraiment, si je vois l'EDF faire une victoire convaincante avec des bonnes choses et tout, déjà que j'y croyais un peu avant la compète, je vais commencer à penser qu'il y a peut-être un truc qui se passe dans ce groupe, malgré encore une news là, Kingsley Coman, qui a peut-être fini l'entraînement un peu plus tôt que les autres. Ouais. Au bout Mais d'un tu as moment, vu, Zach, on est fatigué. Hein. Zach, tu as vu que comme on l'a dit dans l'émission, Deschamps est en train de réfléchir à changer d'option parce qu'il n'est pas Ouais. très satisfait, tiens donc, de ce qui s'est passé sur côté droit. Ouais. Ah, En gros, il veut faire en sorte que bizarre. il veut faire en sorte que Rabiot et Tchouaméni restent tout le temps dans l'axe défensivement et donc Ok. inverser Griezmann et Rabiot pour que Griezmann défende à gauche, Dembélé à C'est droite une des options, ouais. Et Mbappé reste tranquille devant avec Giroud. C'est une Ce des qui voudrait options et dire c'est une curiosité pour, le match, contre le ouais. Danemark, parce que ça risque C'est-à-dire de contraindre aussi, inverser Griezmann. Griezmann et Rabiot. Bah, tu vois là sur le premier match, Griezmann était en possession relayeur droit quasiment Oui. Ouais. et Rabiot était relayeur gauche. Ce qui veut dire que quand tu perds le ballon, vu que tu basculais avec une ligne de 4 quasiment, Rabiot défendait à gauche, Tchouaméni défendait Ouais, axe gauche, Tchouaméni, Griezmann et Griezmann Dembélé à défendait droite. Ouais. axe droit et Dembélé est à droite. Donc ce qui veut dire que Griezmann doit défendre dans l'axe dans un milieu à 2. Et ça, c'est ce que Dan avait expliqué brillamment, que ça voulait dire que parfois dans le dos de Griezmann, il pouvait se passer des choses. Si là, tu mets Griezmann relayeur gauche et Rabiot relayeur droit, ça veut dire que quand tu perds le ballon, Griezmann se replace à gauche, Chouameni axe Ok. gauche, Rabiot axe droit et Dembélé côté droit. Et donc, tu as des Da- joueurs offensifs qui défendent sur les côtés, ce qui est plus simple tactiquement et en termes de volume, et tu as Rabiot Chouameni qui défendent dans l'axe. Ce qui veut dire que Rabiot Ok. serait gaucher axe droit, ce qui n'est pas dramatique, mais qui pourra défendre dans l'axe à côté de Chouameni. Après, ça Ok. pose, peut-être qu'on en parlera, je pense que ce serait bien qu'on en parle demain, si vous voulez, vu à la veille du match, qu'on fasse un Si, Ouais. long point si, là-dessus, si avec le les match formules entre le Pays de différentes. Galles et si le match entre le Pays de Galles et l'Iran nous laisse un peu de temps pour débriefer autre chose. On en discutera demain en imaginant les possibilités, mais c'est vrai que ça doit être super cool. Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que tout ce segment magnifique, bien expliqué par Dan, a été super bien reçu sur Insta. Oh là là, c'est terrible, hein. Mais Non, tu je sais pense que que Oh, selon les l'enfer des réseaux commentaires. sociaux, il faut avoir ah ouais, selon les réseaux sociaux, il faut avoir, je pense, des politiques différentes. Après, non, moi, je pense que c'est à nous de convaincre. Donc, si les gens sont pas convaincus, c'est que c'est mal expliqué. Mais on va essayer de continuer et Non, peut-être que franchement, Deschamps nous donnera raison. je dois parler français, mec. Vraiment, sur le Insta, il y en a, ils faisaient exprès de pas comprendre, ou alors ils écoutaient pas. Et vraiment, au global, je parle un peu français. Il y en a, ils auraient été des sacrées merdes quand même dans leurs commentaires, si je dois être tout à fait honnête. C'était pas très joli. Mais voilà, c'était assez marrant. Et non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et on continuera de toute façon ça. Et on se mettra un petit point équipe de France la veille du match. Et Ah ouais, on un va, gros point même. on va discuter je on va pensais, discuter Zach, de que tout tu allais ça. quand même citer un match, pour finir, juste un match que je pensais que tu allais citer, parce que pas mal de gens en ont parlé sur le chat, là, c'est le Belgique-Maroc, Oui, qui peut quand même être peut-être pas le plus emballant, mais disputé au moins, vu ce qu'on a vu de la Belgique et vu ce qu'on a vu du Maroc. Est-ce je que vais le commenter Amrabat ce va match pour dire. écraser... Ah, tu vas le commenter? Alors là, ce sera... Ah, il Ouais, faut je le qu'on voit commente sur ma ça. chaîne. Je le commente sur ma chaîne. Ouais, vous avez entendu, il fait sa pub, hein, voilà, j'ai pas fait exprès, hein, c'est une passe d'air volontaire. Hein. Merci. Mais non, je vais le commenter ce match-là, donc j'ai hâte de le voir. Et en fait, ce que j'ai envie là tout de suite, ce soit aller au pire un nul. Et en fait, l'avantage, c'est que si tu fais un nul face à la Belgique a 4 points, toi t'en as 2. Si le Canada perd contre la Croatie ou fait nul également, bah derrière tu vas potentiellement jouer face à un Canada qui n'a plus rien à jouer, tandis que toi tu peux encore te qualifier. Et alors encore mieux si jamais tu gagnes contre le Canada, contre la Belgique, pardon, tu as 4 points. La Belgique en a 3. La Croatie aurait un nombre de points qui dépendrait de son match contre le Canada. Et là, tirer jouer face à un Canada qui n'a soit plus rien à jouer, soit quasi plus aucun espoir. Et ça peut être cool. Donc voilà, les amis, on a fait le point, on a discuté de tout ça. Et on va aborder cette deuxième journée de CDM dès demain. Et on en discutera
tous ensemble à nouveau demain soir de 23h. J'espère que vous appréciez toujours autant ce salon tactique. On vous voit les pseudos dans le chat, un peu les mêmes tous les jours. Ça fait super plaisir. J'espère que vous passez toujours un aussi bon moment et j'espère que ceux qui découvrent également kiffent bien. Je vous rappelle, si vous avez raté une partie ou alors un soir le salon tactique, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'équipe. La rediff arrive en général très très vite et je remercie encore une fois Raphaël et Dan de partager ça avec moi. C'est vraiment très agréable de pouvoir le faire et toujours très très cool et toujours aussi instructif de vous avoir ici. Merci Bah, Zach, merci à toi, c'était Zach. cool. À Avec demain grand alors. plaisir. Avec grand Et plaisir. merci à tout le monde sur le chat. C'est ça, on se voit demain. Le salon tactique c'est terminé pour ce soir et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à demain les gars. Ciao ciao. Ciao.